Un cri venu de nulle part a interrompu une tragédie annoncée. Un enfant ignoré a révélé un secret enfoui par l'ambition. Un empire s'est effondré pour que la vérité éclate au grand jour. Et un cœur, autrefois endurci par le pouvoir, a appris à écouter. Avant d'entendre ce récit surprenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment même les plus petits gestes peuvent changer des destins. Le mardi matin semblait identique à tant d'autres pour François Moreau. L'homme d'affaires de 45 ans ajusta le nœud de sa cravate italienne tout en traversant le terminal privé de l'aéroport, ses chaussures en cuir résonnant sur le sol luisant. Le jet privé l'attendait sur la piste, prêt à l'emmener dans la capitale, pour une réunion qui déterminerait l'avenir de son entreprise de construction. 3 contrats de plusieurs millions dépendaient de sa présence cet après-midi. Son téléphone vibrait sans cesse, avec des messages de ses conseillers, des détails de dernière minute concernant les négociations. François prêtait à peine attention aux mouvements autour de lui. Le terminal était son territoire familier, où tout fonctionnait avec la précision d'une horloge suisse. Les employés le saluaient avec déférence, les pilotes vérifiaient les itinéraires avec une efficacité militaire, et son assistante, Marie, organisait les documents avec son dévouement habituel. C'est alors qu'elle apparut. Une fillette, d'environ 12 ans, surgit en courant de la zone de fret, ses baskets usées frappant le sol dans une cadence désespérée. Ses vêtements étaient de sales, ses cheveux en désordre, et ses yeux portaient une urgence qui trancha l'air comme une sirène. « Monsieur, monsieur !» cria-t-elle, pointant directement vers François. « N'entrez pas dans cet avion. Ils l'ont saboté. Il va exploser. » Tout le terminal se tourna pour observer la scène. Les agents de sécurité s'approchèrent immédiatement, prêts à emmener la fillette. François leva la main paralysé par l'intensité du regard de l'enfant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute, désespérée, qui le fit hésiter. « De quoi parles-tu, petite ?» demanda-t-il, sa voix maîtrisée malgré la confusion intérieure. « Je les ai entendus parler. Hier soir, près des caisses où je dors, ils ont parlé de votre avion, du carburant, qu'aujourd'hui. » Vous alliez... Elle déglutit, les mots sortant précipitamment. « S'il vous plaît, croyez-moi, n'y entrez pas !» Marie s'approcha, visiblement embarrassée. « Monsieur Moreau, la réunion est dans 2 heures. Nous ne pouvons pas être en retard à cause d'une situation comme celle-ci. » François observa la fillette de plus près. Ses vêtements étaient clairement de seconde main, mais elle était propre. Ses yeux brillaient de larmes retenues et ses petites mains tremblaient, non pas de froid, mais de nervosité et de peur authentique. « Comment sais-tu pour mon avion ?» demanda-t-il, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « J'habite près d'ici, dans les caisses là-bas. J'entends beaucoup de choses. » Elle pointa vers la zone de fret. « Il y a des hommes qui viennent la nuit. Ils font de mauvaises choses. Hier soir, je les ai entendus parler de votre nom, de l'avion, du carburant. » Un des agents de sécurité tenta de s'approcher, mais François le congédia d'un geste. Quelque chose dans la détermination de la fillette l'intriguait. Au cours de ses années d'expérience, il avait appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose en lui était en alerte maximale. « Capitaine Mercier !» appela-t-il son pilote. « Pouvez-vous vérifier l'avion à nouveau, particulièrement le système de carburant ?» Le pilote, un homme expérimenté aux cheveux grisonnants, acquiesça et se dirigea vers l'appareil. François continua d'observer la fillette, maintenant entourée de curieux et d'employés du terminal. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il gentiment. « Léa » répondit-elle, essuyant son nez avec la manche de son pull. « Vous allez me croire. » Avant que François ne puisse répondre, le capitaine Mercier revint en courant, le visage pâle et l'expression grave. « Monsieur Moreau, il y a une odeur étrange dans le réservoir de carburant. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin d'une inspection complète avant tout décollage. » Le cœur de François s'accéléra. Il regarda Léa, qu'il observait avec un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux. Tout le monde loin de l'avion. « Maintenant !» ordonna-t-il avec autorité. « Appelez l'équipe d'urgence et annulez le vol. » Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités. Les employés coururent dans toutes les directions. Les équipements de sécurité furent activés et le périmètre autour de l'aéronef fut isolé. François garda Léa près de lui, la protégeant de la confusion qui s'était installée. Puis, cela arriva.
L'explosion fut assourdissante. Des flammes orangées s'élevèrent vers le ciel, transformant ce qui était quelques minutes auparavant un aéronef de 5 millions d'euros en débris fumants. L'impact projeta tout le monde au sol, des vitres se brisèrent et des sirènes commencèrent à retentir dans tout le terminal. François protégea Léa de son corps, tous deux allongés sur le sol, tandis que des morceaux de métal pleuvaient autour d'eux. Quand il releva finalement la tête, la réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il aurait dû être à l'intérieur de cet avion. « Léa !» cria-t-il, cherchant la fillette parmi la fumée et la panique. Mais quand la poussière retomba et qu'il put se relever, elle avait disparu. Les pompiers et les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes. François fut examiné, mais il était physiquement indemne. Mentalement, cependant, il était en état de choc. Une fillette inconnue avait sauvé sa vie, et maintenant, elle s'était évanouie, comme si elle n'avait jamais existé. « Monsieur Moreau !» Marie s'approcha, visiblement secouée. « Les enquêteurs veulent vous parler, et la presse arrive déjà. » François acquiesça distraitement, ses yeux cherchant toujours Léa parmi la foule de secouristes et de curieux. Qui était cette fillette? Comment savait-elle pour le sabotage? Et pourquoi l'avait-elle avertie? Plus important encore, où était-elle maintenant? Tandis qu'il répondait aux premières questions des enquêteurs, une seule certitude se formait dans son esprit. Il devait retrouver Léa, pas seulement pour la remercier, mais pour comprendre. Sa vie ordonnée et prévisible avait été sauvée par une enfant qui, apparemment, vivait dans l'ombre de l'aéroport. La réunion dans la capitale serait reportée. Les contrats pouvaient attendre. Pour la première fois depuis des années, François Moreau avait une priorité qui n'impliquait pas d'argent ou d'affaires. Il avait une dette de vie à régler. Tandis que les enquêteurs travaillaient parmi les débris fumants de son aéronef, François prit une décision qui changerait tout. Il ne partirait pas avant d'avoir trouvé des réponses. Et surtout, avant d'avoir retrouvé Léa. L'homme d'affaires qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie se retrouvait maintenant dépendant d'une enfant des rues pour comprendre pourquoi il était encore en vie. Et cette perception le hantait plus que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais perdue. La nuit tombait sur l'aéroport lorsque François quitta finalement le terminal, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard vers la zone de fret où Léa avait dit qu'elle dormait. Demain, il reviendrait, et il continuerait à revenir jusqu'à ce qu'il la trouve. Certaines questions, il le savait, ne pouvaient pas attendre. La nuit venait à peine de s'achever que François était déjà de retour à l'aéroport. Il n'avait pas réussi à dormir. 1 minute. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'explosion, entendait la voix désespérée de Léa, sentait la chaleur des flammes qui auraient pu être sa fin. À 5 heures du matin, il abandonna toute tentative de repos et se dirigea à nouveau vers le terminal. L'endroit montrait encore des signes de l'incident. Les débris avaient été enlevés, mais l'odeur de carburant brûlé persistait dans l'air. Des rubans d'isolement entouraient encore la zone où son jet s'était désintégré. François observa tout avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Monsieur Moreau ?» Une voix féminine l'interrompit. Il se retourna et vit une femme d'environ 35 ans, cheveux châtains attachés en queue de cheval, portant un dossier et un enregistreur. « Je suis Charlotte Martin, journaliste d'investigation pour Canal 7. Pourriez-vous me parler de ce qui s'est passé hier ?» François hésita. Normalement, il évitait la presse, préférant que son service de communication gère les questions publiques. Mais quelque chose dans le regard déterminé de la journaliste le fit reconsidérer. « Que voulez-vous savoir exactement ?» demanda-t-il prudemment. « La vérité sur la fillette qui vous a sauvé, et sur les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait saboter votre avion. » Cette réponse éveilla complètement l'attention de François. « Vous savez quelque chose sur Léa ?» Charlotte sourit légèrement. « Je sais qu'elle n'est pas apparue par hasard. Et je sais que vous n'êtes pas la première personne que certains individus voulaient se mettre hors circuit. » Ils se dirigèrent vers un café du terminal, loin des oreilles indiscrètes. Charlotte ouvrit son dossier et en sortit une série de documents et de photographies. « Depuis 3 mois, j'enquête sur des irrégularités dans de grandes entreprises de construction de la région. Votre entreprise, Moreau Construction, apparaît dans plusieurs rapports que j'ai obtenus via des sources confidentielles. » François fronça les sourcils. « Mon entreprise est intègre. Tous nos projets passent par des inspections rigoureuses. » « C'est ce que montrent les documents officiels, » acquiesça Charlotte. «
Mais j'ai des preuves que ces documents pourraient ne pas raconter l'histoire complète. Elle fit glisser une photographie sur la table. Reconnaissez-vous cette femme? François étudia l'image. C'était une photo d'identification professionnelle d'une femme d'environ 40 ans, cheveux foncés, expression sérieuse. Quelque chose dans ce visage lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à préciser quoi. Devrais-je la reconnaître? Hélène Dubois. Elle a travaillé comme inspectrice qualité dans votre entreprise il y a 2 ans. Elle a été licenciée après avoir présenté un rapport détaillé sur des irrégularités dans 3 grands projets. François se pencha en avant, intéressé. Quel genre d'irrégularité? Utilisation de matériaux de qualité inférieure à ceux spécifiés. Dans les contrats, modification de plans sans approbation des organismes compétents et le plus grave, corruption d'inspecteurs municipaux pour approuver des constructions qui ne répondaient pas aux normes de sécurité. Le sang de François se glaça. C'est impossible. Je n'aurais jamais autorisé une telle chose. Selon Hélène, vous n'avez peut-être pas directement autorisé, mais votre signature apparaît sur plusieurs documents approuvant ces changements. Charlotte montra des copies de contrats et de mémos internes. François reconnut sa signature, sur tous, mais les dates et les contenus n'avaient aucun sens. Il se souvenait d'avoir signé des documents de routine, mais pas des spécifications détaillées qu'il voyait maintenant devant lui. « Où est Hélène maintenant » demanda-t-il, une sensation inconfortable grandissant dans son estomac. C'est là la question. Elle a disparu peu après avoir été licenciée. Sa fille, une fillette de 12 ans, a également disparu avec elle. François se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. Léa, sa fillette Léa. Charlotte acquiesça gravement. Hélène a tenté de dénoncer les irrégularités aux autorités, mais tous les documents qu'elle avait conservés ont mystérieusement disparu. Sans preuve, sa dénonciation n'a pas abouti. Elle a reçu des menaces et a décidé de fuir avec sa fille. Mais pourquoi Léa était-elle à l'aéroport? Et comment savait-elle pour le sabotage? Les enfants des rues entendent beaucoup de conversations que les adultes croient passer inaperçues. Léa survivait probablement aux alentours de l'aéroport, dormant, où elle pouvait trouver un abri. Et apparemment, elle a entendu le plan pour saboter votre avion. François passa ses mains dans ses cheveux, essayant de traiter toutes ces informations. Qui ferait ça? Et pourquoi? J'ai quelques théories, mais j'ai besoin de plus de preuves. Ce que je peux dire, c'est que quelqu'un de très puissant vous voulait hors du chemin. La question est, que savez-vous qui représente une menace? Avant que François ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Marie, son assistante, avec une voix clairement altérée. « Monsieur Moreau, vous devez venir au bureau immédiatement. La police est ici avec un mandat de perquisition. Et il y a plus. Ils ont trouvé des irrégularités dans les documents des projets de la zone sud. » François raccrocha et regarda Charlotte, qui avait entendu une partie de la conversation. « On dirait que quelqu'un accélère le calendrier, dit-elle. D'abord, ils essaient de vous éliminer physiquement. Maintenant, ils veulent vous détruire légalement. Mais je n'ai rien fait de mal. » François se leva, agité. « Je fais confiance. À mon équipe, je signe ce qu'on me présente, mais toujours dans la légalité. C'est peut-être exactement la faille que quelqu'un exploitait. Votre confiance. » Charlotte rangea les documents. « François, réfléchissez bien. Qui dans votre entreprise aurait accès à vos documents? Qui pourrait falsifier votre signature? Ou vous faire signer des choses sans que vous perceviez le contenu réel? » François ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. Son équipe de confiance était petite. Marie, qui était avec lui depuis 5 ans, Robert Lefebvre, son associé minoritaire et directeur des opérations, et Me Auguste Fournier, l'avocat. De l'entreprise qui préparait tous les contrats importants. « Je dois aller au bureau, dit-il finalement. Mais avant, je veux trouver Léa. Elle pourrait être en danger. » « Je suis d'accord. Si quelqu'un découvre que c'est elle qui vous a alerté sur le sabotage, on pourrait essayer de la faire taire. » Charlotte se leva également. « J'ai quelques contacts qui travaillent avec les enfants des rues. Je vais les activer pour la rechercher. » Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et se séparèrent. François se dirigea rapidement vers son bureau, l'esprit bouillonnant de possibilités et de soupçons. Qui dans son entreprise le trahissait? Et plus important, Léa et sa mère Hélène étaient-elles en sécurité? En chemin, il reçut un autre appel de Marie. « Monsieur Moreau, la situation ici est très grave.
Les enquêteurs ont trouvé des documents qui suggèrent une surfacturation systématique et l'utilisation de matériaux inadéquats. Et il y a plus. Ils ont découvert un compte bancaire à votre nom dans une banque offshore dont vous affirmez ne rien savoir. François appuya plus fort sur l'accélérateur. Quelqu'un orchestrait sa destruction de manière méticuleuse et efficace. D'abord, ils avaient tenté de le tuer, maintenant, ils détruisaient sa réputation et son entreprise. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient sous-estimé une fillette de 12 ans. En arrivant au bureau, François trouva l'endroit en chaos total. Des policiers emportèrent des cartons de documents, des ordinateurs étaient saisis et les employés chuchotaient en groupe, visiblement effrayés. C'est alors qu'il vit Robert Lefebvre conversant intensément avec l'un des enquêteurs, gesticulant et pointant des papiers. Quelque chose dans le langage corporel de son associé le dérangeait. Robert semblait trop à l'aise pour quelqu'un dont l'entreprise était en cours d'enquête. François s'approcha, mais Robert ne le vit pas arriver. Je suis sûr que François n'était pas au courant de ces irrégularités, entendait-il Robert dire à l'enquêteur. Il a toujours été très confiant, signait des documents sans les lire en détail. C'était facile. Robert s'arrêta brusquement en remarquant François derrière lui. Ses yeux révélèrent un éclair de panique avant qu'il ne se reprenne. « François, quelle bonne chose que vous soyez arrivé. J'explique aux enquêteurs comment notre division du travail fonctionnait, pour clarifier tout malentendu. » François l'observa attentivement. Robert Lefebvre était son associé depuis 3 ans, ayant pris 30% de l'entreprise en échange d'un important investissement initial. Il s'était toujours montré compétent et loyal, s'occupant de la partie opérationnelle, tandis que François se concentrait sur les grandes négociations. Mais maintenant, l'observant plus attentivement, François remarqua des signes qu'il avait ignorés. La nervosité excessive, la sueur sur le front, la façon dont il évitait le contact visuel direct. « Robert, » dit François calmement, « je dois te parler en privé. » L'expression de Robert changea de façon presque imperceptible, mais François capta le moment exact où la peur remplaça le sang-froid dans ses yeux. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et le tableau qui se formait était plus sinistre que François ne l'avait jamais imaginé. Quelqu'un de très proche avait joué un jeu mortel. Et Léa, une fillette qui aurait dû être à l'école au lieu de dormir parmi des caisses d'aéroport, avait été la seule avec assez de courage pour empêcher que ce jeu n'arrive à sa fin tragique. Maintenant, François devait décider. À qui pouvait-il faire confiance dans un monde où même les plus proches pouvaient être des ennemis? La conversation privée avec Robert n'eut jamais lieu. Avant que François ne puisse l'isoler, l'associé allégua une urgence familiale et sortit précipitamment du bureau, ne laissant que des promesses d'explications ultérieures. François resta observé par la fenêtre, tandis que Robert montait dans sa voiture et disparaissait dans la circulation, emportant avec lui des réponses qui auraient pu clarifier toute la situation. Le reste de la journée fut un cauchemar, bureaucratique. Des avocats arrivèrent, des documents furent analysés, et François découvrit que son entreprise était sous enquête par au moins 6 organismes différents. Des contrats de plusieurs millions furent suspendus, des banques gelèrent des comptes, et la presse commença à spéculer sur son éventuelle arrestation. Mais rien de tout cela n'importait autant que l'appel téléphonique qu'il reçut à 7 heures du soir. « François ?» La voix de Charlotte était tendue. « J'ai trouvé Hélène. » François sentit son cœur s'accélérer. « Où ? Elle va bien. Et Léa ? Elle est vivante, mais très effrayée. Je ne peux pas parler au téléphone. Retrouvez-moi à l'adresse, que je vais vous envoyer par message. Et François, venez seul. Hélène n'a accepté de parler que parce que j'ai promis que vous viendriez sans accompagnement. » L'adresse se trouvait dans une partie de la ville que François visitait rarement, un quartier de classe moyenne inférieure, avec des rues étroites et des maisons simples. Il se gara devant une petite maison à 2 étages jaunes où Charlotte l'attendait sur la véranda. « Elle est ici ?» demanda-t-il, regardant autour de lui. « Pas exactement. » Charlotte le guida à l'intérieur. « C'est la maison de Dominique. Rousseau, une militante qui aide les personnes en situation de vulnérabilité. Hélène se cache depuis des mois, mais quand elle a appris ce qui s'est passé hier, elle a accepté de parler. » Le salon était modeste mais accueillant, avec des canapés en tissu fleuri et des photographies de famille au mur. Une femme d'environ 60 ans,
aux cheveux gris et au regard bienveillant, s'approcha. « Monsieur Moreau, je suis Dominique. Hélène est très nerveuse, mais elle sait qu'elle doit dire la vérité. S'il vous plaît, soyez patient avec elle. » François acquiesça, se sentant étrangement humble dans cet environnement simple. Il était habitué aux réunions dans des bureaux luxueux, pas aux conversations dans des salons où flottait l'arôme du café fait maison. Hélène apparut à la porte qui menait au fond de la maison. François la reconnut immédiatement grâce à la photographie que Charlotte lui avait montrée. Mais la femme devant lui semblait avoir vieilli de 10 ans en deux. Ses cheveux étaient plus courts et teints en blond, tentative évidente de déguisement. Ses vêtements étaient simples, et ses yeux portaient un mélange de peur et de détermination. « Monsieur Moreau, » dit-elle d'une voix ferme, malgré ses mains tremblantes, « merci d'être venu. Hélène, avant tout, je dois savoir, Léa va bien? Où est-elle » Le visage d'Hélène s'adoucit un moment. Elle est en sécurité. Dominique a des contacts dans un refuge spécialisé dans la protection des enfants en situation de risque. Léa y est, elle étudie, prend 3 repas par jour. Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis des mois, elle a un lit pour dormir. François sentit un serrement dans la poitrine. Pourquoi viviez-vous dans la rue? Que s'est-il passé après votre licenciement? Hélène s'assit sur le canapé, respira profondément et commença à raconter une histoire qui glaça le sang de François. Quand j'ai découvert les irrégularités, j'ai pensé que c'était mon devoir de les signaler. J'ai travaillé 3 ans dans votre entreprise, toujours avec dévouement. Je vous respectais, je croyais en l'intégrité de Moreau Construction. Elle fit une pause, regardant directement François. Mais quand j'ai commencé à enquêter sur certaines incohérences dans les rapports de qualité, j'ai découvert quelque chose de terrible. Quel genre d'incohérence? Des matériaux remplacés par des versions moins chères après les inspections initiales, des plans modifiés pendant la construction, créant des structures qui ne correspondaient pas aux projets approuvés. Et le pire, des documents officiels falsifiés avec votre signature. François se pencha en avant. Qui faisait cela? Robert Lefebvre coordonnait tout, mais il n'était pas seul. Hélène sortit un dossier qu'elle avait apporté. J'ai gardé des copies de certains documents avant qu'ils ne découvrent mon enquête. Regardez ceci. Elle montra une série d'emails imprimés, de mémos internes et de photographies de construction. François reconnut plusieurs projets, mais les détails documentés par Hélène révélaient une réalité effrayante. Voici la résidence Jardin Bleu. Hélène pointa des photos d'une fondation en construction. Le projet spécifiait de l'acier à haute résistance, mais regardez ce qui a réellement été utilisé. Elle montra des gros plans de matériaux visiblement inférieurs. Cette construction pourrait s'effondrer avec un tremblement de terre. Modéré. François étudia les preuves, sentant la nausée monter dans son estomac. Mais j'ai signé les contrats. Comment n'ai-je pas remarqué ces changements? Parce que les documents qui arrivaient sur votre bureau étaient différents de ceux qui étaient mis en œuvre sur le chantier. Robert contrôlait tout le flux d'informations. Vous signiez des projets légitimes, mais sur les chantiers, c'était des spécifications complètement différentes qui étaient suivies. Charlotte, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Hélène, racontez-lui les menaces. » Le visage d'Hélène se contracta. Quand j'ai présenté mon rapport au département des ressources humaines, Robert l'a su en quelques heures. Il m'a convoqué dans son bureau et il a complètement changé. Il a dit que j'avais tout mal compris, que je créais des problèmes inutiles. Et ensuite, j'ai été licencié le lendemain, motif allégué, incompétence professionnelle. Quand j'ai essayé d'apporter mes preuves aux autorités, j'ai découvert que tous les documents que j'avais gardés dans mon ordinateur de l'entreprise avaient disparu. Il ne restait que quelques copies physiques que j'avais cachées chez moi. Hélène montra d'autres documents, mais ce qui m'a vraiment effrayé, ce sont les visites nocturnes. Des hommes dans des voitures sombres stationnaient devant ma maison. Mon téléphone a commencé à faire des bruits étranges, et puis, elle s'arrêta, visiblement perturbée par le souvenir. « Continuez », encouragea François doucement. Léa est rentrée de l'école un jour en disant qu'un homme l'avait interrogée. Sur moi à la grille. Il lui avait offert des bonbons et dit qu'il était un ami de maman. Cette nuit-là, j'ai décidé que nous ne pouvions plus rester. Nous avons pris seulement l'essentiel et sommes partis. François sentit la colère monter en lui. Pourquoi? Ne pas m'avoir cherché. J'aurais pu vous aider. Hélène rit amèrement. Vous cherchez?
Monsieur Moreau, votre signature était sur tous les documents frauduleux. Comment aurais-je pu savoir si vous n'étiez pas impliqué? La question frappa François comme une gifle. Il réalisa qu'aux yeux d'Hélène, il était le chef d'une organisation criminelle, pas une victime. « Mais Léa m'a sauvé, » dit-il, confus. « Pourquoi l'aurait-elle fait si elle croyait que j'étais coupable ?»« Parce que Léa est une enfant sage, » répondit Hélène avec tendresse. « Elle m'a dit qu'elle vous avait observé à l'aéroport plusieurs fois. Elle a dit que vous sembliez différent des hommes méchants. Elle a un instinct aiguisé pour ces choses. » Dominique, qui était restée silencieuse en préparant du café, se joignit à la conversation. « Hélène, parlez-lui de l'appel. » Hélène hésita puis acquiesça. « Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel anonyme. La voix était modifiée, mais la personne connaissait des détails sur ma vie que seule une personne très proche de la situation pouvait connaître. Elle a dit que vous seriez éliminé bientôt et qu'après cela, je pourrais sortir de ma cachette, parce que je ne représenterai plus une menace. » François sentit son sang se glacer. « Éliminé ? La personne a dit que vous posiez trop de questions, que vous commenciez à remarquer les irrégularités, qu'il était plus facile de se débarrasser de vous que d'essayer de continuer à vous tromper. Et c'est pour ça que Léa était à l'aéroport ?» Hélène acquiesça. Elle a insisté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser une personne innocente être blessée, même si j'avais des doutes sur votre innocence. Elle y est allée tous les soirs de la semaine dernière, attendant de voir des mouvements suspects. François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, traitant les informations. Sa propre entreprise était devenue une machine de corruption, et il était simultanément le responsable légal et la prochaine victime. « Hélène, » dit-il se tournant vers elle, « avez-vous toujours ces preuves ? » « J'en ai quelques-unes, mais j'ai besoin de garanties que je serai en sécurité si je témoigne. » « Vous les aurez, je vous le promets. » François fit une pause. « Et je veux voir Léa. Cela pourrait être dangereux pour elle. Je dois la remercier personnellement, et peut-être qu'elle a entendu plus de détails sur qui planifiait l'attentat. » Charlotte intervint. « François, il y a autre chose que vous devez savoir. Mon enquête a révélé que ce n'est pas un cas isolé. Robert Lefebvre est connecté à un réseau de corruption qui implique au moins 5 grandes entreprises de construction de la région. » « Comment ça ? » « Il utilise le même schéma dans plusieurs entreprises. Il devient associé minoritaire, gagne la confiance des propriétaires et progressivement prend le contrôle opérationnel. Ensuite, il met en place les fraudes tout en maintenant les propriétaires officiels dans l'ignorance. » François s'assit à nouveau, sentant le poids de la révélation. « Combien de personnes ont pu être affectées par des constructions défectueuses ? » « Des milliers, » répondit Charlotte gravement. « Et il ne s'arrête pas là. Quand les propriétaires commencent à avoir des soupçons, ils subissent des accidents ou sont éliminés d'autres façons. Vous seriez le 3e homme d'affaires à ne pas survivre à ses propres découvertes. » Le silence qui suivit fut pesant. François réalisa qu'il affrontait quelque chose de bien plus grand que de la simple corruption d'entreprise. C'était une opération criminelle sophistiquée et il avait été choisi comme prochaine cible. « Où est Robert maintenant ?» demanda-t-il. « Personne ne sait, » répondit Charlotte. « Après être sorti de votre bureau aujourd'hui, il a disparu. Mais je suis sûr qu'il est encore en ville. Il a trop d'affaires pour tout abandonner. » François regarda Hélène qui observait la conversation avec une expression tendue. « Hélène, témoignerez-vous contre lui ? Si vous garantissez la sécurité de ma fille, oui. »« Je le garantis. Plus que cela. » François fit une pause, une idée se formant dans son esprit. « Je vais m'assurer que Léa ait des opportunités qui compensent tout ce que vous avez traversé. » Hélène sourit pour la première fois depuis l'arrivée de François. Elle aimerait vous rencontrer convenablement. Elle a beaucoup parlé de l'homme de l'avion ces dernières semaines. François ressentit une étrange sensation de responsabilité et d'affection. Une fillette courageuse avait sauvé sa vie, et maintenant, il avait la chance de sauver son avenir. Mais d'abord, il devait survivre à Robert Lefebvre et au réseau criminel qu'il représentait. Et quelque chose lui disait que la bataille ne faisait que commencer. 3 jours s'écoulèrent depuis la rencontre avec Hélène, et François avait l'impression de vivre dans un film à suspense. Chaque ombre semblait menaçante. Chaque appel téléphonique pouvait apporter de mauvaises nouvelles. Il s'était installé dans un hôtel discret au centre-ville, utilisant un faux nom et payant en espèces, tandis que Charlotte coordonnait l'enquête journalistique
qui prenait des proportions nationales. Le vendredi matin, il obtint enfin ce qu'il désirait tant, la permission de rendre visite à Léa. Le refuge se trouvait dans une zone résidentielle tranquille, une grande maison bien entretenue qui ressemblait plus à un foyer qu'à une institution. François fut accueilli par sœur Cécile, une religieuse d'âge moyen au sourire chaleureux et aux yeux perspicaces. « Léa est impatiente de vous voir », dit-elle, en le guidant dans les couloirs décorés de dessins d'enfants. Elle ne cesse de parler de l'homme qu'elle a sauvé. Pour elle, vous êtes devenu une sorte de héros. En réalité, c'est elle l'héroïne, répondit François, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie professionnelle. Léa était dans le jardin arrière, assise sous un manguier, lisant un livre. Quand elle vit François, son visage s'illumina d'un sourire radieux. Elle courut vers lui et, à sa surprise, l'étreignit fermement. « Je savais que vous viendriez !» s'exclama-t-elle, levant les yeux vers lui avec des yeux brillants. « Maman a dit que vous êtes vraiment une bonne personne. » François s'agenouilla pour être à sa hauteur. L'observant de près sous la lumière du soleil, il vit que Léa était une enfant intelligente et vive, avec des yeux qui révélaient une maturité précoce forgée par les difficultés de la vie. « Léa, je suis venu te remercier. Tu as sauvé ma vie. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. » Elle secoua la tête avec sérieux. « Je ne pouvais pas laisser une personne innocente se faire mal. Maman m'a toujours appris qu'on doit faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Ils s'assirent sur l'herbe, et François réalisa à quel point il était naturel de converser avec Léa. Elle avait une façon directe et honnête de s'exprimer qui le touchait profondément. « Raconte-moi cette nuit à l'aéroport. Qu'as-tu exactement entendu ?» Léa ferma son livre et se concentra. « Je dormais entre les caisses, comme d'habitude. Mes 3 hommes sont arrivés très tard. Je crois qu'il était presque minuit. Ils parlaient de bas, mais j'entends bien. Tu as pu voir leur visage ? Un seul. Il avait les cheveux grisonnants sur les côtés et portait une montre dorée, très belle. Les autres sont restés dans l'ombre. » François sentit un frisson. La description correspondait parfaitement à Robert. « Qu'as-tu entendu d'autre ? » « Ils ont prononcé votre nom plusieurs fois. Ils ont dit que vous posiez trop de questions et qu'il était temps de régler le problème. L'un d'eux a demandé s'il ne valait pas mieux juste vous faire peur, mais celui à la montre dorée a dit que vous étiez trop têtu et que les accidents arrivent. » Léa fit une pause, visiblement perturbée par le souvenir. Ils ont parlé de modifier le carburant de l'avion. Ils ont dit que ce serait rapide et que ça ressemblerait à une défaillance mécanique. Ensuite, ils ont parlé de papier et de signature, des choses que je n'ai pas bien comprises. François sentit la colère monter en lui. Robert n'avait pas seulement trahi sa confiance, mais avait planifié son élimination avec une froideur calculée. « Léa, tu as été très courageuse de m'avertir. Mais pourquoi as-tu décidé de faire ça? Tu ne me connaissais même pas. » Léa sourit timidement. « Je vous observais parfois quand j'étais à l'aéroport. Vous saluiez toujours. Les employés de nettoyage, vous leur demandiez comment ils allaient. Une fois, je vous ai vu donner de l'argent à un homme qui demandait de l'aide pour acheter des médicaments pour sa fille. Les personnes méchantes ne font pas ces choses. » François sentit un nœud dans sa gorge. Une enfant de 12 ans avait vu en lui quelque chose dont lui-même doutait parfois. « Et maintenant, tu es heureuse ici ?»« Oui, » Léa s'anima. « J'ai un lit rien qu'à moi, de la nourriture chaque fois que j'ai faim, et je peux étudier. Sœur Cécile dit que je suis très bonne en mathématiques et en sciences. Je veux être ingénieur quand je serai grande. »« Ingénieur, pourquoi ? » ?»« Pour construire des maisons qui ne s'effondrent jamais. Des maisons sûres pour des familles comme la mienne. » La réponse frappa François comme un éclair. Cette fillette extraordinaire avait subi les conséquences de la corruption qu'il avait involontairement permise dans son entreprise, et pourtant, elle rêvait de réparer le monde. « Léa, dit-il d'une voix émue, quand tout cela sera terminé, j'aimerais que ta mère et toi deveniez ma famille. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Comme frère et sœur, comme père et fille, si vous le voulez. » Léa l'étreignit à nouveau, cette fois avec des larmes aux yeux. « Je veux tellement avoir un père, surtout un père qui fait les choses correctement. » Ils passèrent 2 heures de plus ensemble. Léa lui montra ses cahiers scolaires, parla des autres garçons et filles du refuge, et François se découvrit sincèrement intéressé par chaque détail de sa vie. Pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas aux affaires, aux contrats ou aux profits. Quand il prit finalement congé, Léa tint sa main. « Vous allez bien aller ? Les hommes méchants peuvent encore essayer de vous faire du mal. » «
Fais bien aller. Je promets d'être très prudent. Et vous reviendrez? Chaque semaine, si tu veux. Je veux. François quitta le refuge avec le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours, mais aussi avec une détermination renouvelée. Il ne lutterait pas seulement pour son entreprise ou sa réputation. Il lutterait pour le droit de Léa d'avoir une famille, une éducation, un avenir digne. Mais cette détermination fut immédiatement mise à l'épreuve. En arrivant à l'hôtel, il trouva Charlotte qui l'attendait dans le hall, l'expression grave. « François, nous devons parler. Urgent. » Ils montèrent dans sa chambre, et Charlotte ferma immédiatement les rideaux et vérifia s'il n'y avait pas de dispositif d'écoute. « Robert a pris contact, » annonça-t-elle sans préambule. François sentit son sang se glacer. « Comment? Quand? » « Il y a 1 heure. Il a appelé directement ma rédaction. Il dit qu'il veut vous rencontrer. Ce soir. » « C'est de la folie. Ça pourrait être un piège. » « C'est probablement le cas. Mais François, il a dit quelque chose. » « Qui change tout. » Charlotte fit une pause dramatique. « Il affirme avoir des enregistrements de toutes les conversations qu'il a eues avec vous ces 3 dernières années. Il dit qu'il peut prouver que vous étiez au courant de tout et que vous étiez le véritable commanditaire des opérations criminelles. » François s'assit lourdement sur le lit. « C'est impossible. Je n'ai jamais... Je sais que vous êtes innocent. Mais les enregistrements peuvent être édités, manipulés. S'il parvient à planter cette version dans les médias avant que notre enquête ne soit conclue, vous serez crucifié par l'opinion publique. Que veut-il? Le contrôle total de l'entreprise et votre départ immédiat du pays. En échange, les enregistrements ne verront jamais le jour. » François resta silencieux pendant de longues minutes, examinant les options. Toutes semblaient mener à des impasses. Où veut-il me rencontrer? Au bureau de l'entreprise, à 10 heures du soir. Il a dit que ce serait symbolique de tout résoudre là où tout a commencé. Et vous pensez que je devrais y aller? Charlotte hésita. Normalement, je dirais que non. Mais François, il est désespéré. Les personnes désespérées commettent des erreurs. Si nous parvenons à enregistrer la conversation, nous pouvons obtenir l'aveu dont nous avons besoin. François pensa à Léa, à Hélène, à toutes les familles qui vivaient dans des immeubles construits avec des matériaux défectueux. Il pensa à la confiance dans les yeux de Léa quand elle avait dit qu'il faisait les choses correctement. « Je vais le rencontrer », décida-t-il. « Mais pas seul. La police doit être à proximité. J'y ai déjà pensé. J'ai des contacts dans la brigade qui enquêtent sur la corruption dans le bâtiment. Ils peuvent positionner des équipes autour du bâtiment. Et si Robert les découvre? C'est un risque que nous devrons courir. » François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, des milliers de lumières représentant des milliers de vies. Certaines de ces vies dépendaient d'immeubles que son entreprise avait construits. Si ces immeubles étaient dangereux, il avait la responsabilité morale de corriger la situation, quel qu'en soit le coût personnel. « Charlotte, dit-il finalement, si quelque chose se passe mal ce soir, je veux que vous me promettiez une chose. » « Quoi? Prenez soin de Léa et d'Hélène. Assurez-vous qu'elles aient protection et opportunité, et poursuivez l'enquête jusqu'à exposer tout le réseau de corruption. » Charlotte s'approcha et toucha son bras. « Rien ne va mal se passer. Vous, allez vous en sortir et avoir la chance d'être le père que Léa mérite. » François acquiesça, mais une partie de lui ne pouvait pas écarter le sentiment que la nuit apporterait des révélations qui changeraient tout pour toujours. À 9h30 du soir, François se garait devant l'immeuble de Moreau, construction. L'endroit était étrangement silencieux, seules quelques fenêtres éclairées dans les bâtiments voisins. Il savait que des policiers étaient positionnés à des points stratégiques, mais il ne pouvait pas les voir. Il respira profondément, vérifia le microphone caché que Charlotte avait installé dans sa veste et se dirigea vers l'entrée. Robert l'attendait dans l'ascenseur, souriant comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires ordinaire. « François, ponctuel comme toujours, montons, nous avons beaucoup à discuter. » Tandis que l'ascenseur montait lentement jusqu'au 10e étage, François étudia l'homme qui avait trahi sa confiance. Robert semblait calme, confiant, comme s'il contrôlait complètement la situation. Mais François avait appris quelque chose d'important avec Léa. Parfois, les personnes qui semblent les plus vulnérables sont celles qui possèdent la plus grande force intérieure.
Et ce soir, il découvrirait de quoi il était réellement capable. Le bureau de François était exactement comme il l'avait laissé 3 jours auparavant, mais il semblait maintenant appartenir à une autre vie. Robert se dirigea directement vers le fauteuil présidentiel et s'assit, un geste clairement symbolique de pouvoir. François resta debout, observant chaque mouvement de son ancien associé. « Vous savez, François, » commença Robert, tournant lentement dans le fauteuil, « j'ai toujours admiré votre naïveté. C'était rafraîchissant de travailler avec quelqu'un qui croyait vraiment que le monde des affaires pouvait être honnête. Vous m'avez trahi, Robert. Vous avez trahi ma confiance et mis des vies en danger. » Robert rit doucement. « Trahison? J'ai sauvé cette entreprise. Quand je suis devenu votre associé, vous perdiez des contrats face à des concurrents qui offraient des prix plus bas. J'ai simplement équilibré les règles du jeu, en utilisant des matériaux inférieurs et en mettant des familles en danger. Des familles qui ont maintenant des maisons qu'elles peuvent se permettre grâce à mes méthodes. » Robert se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. « Vous vivez dans une tour d'ivoire, François. Dans le monde réel, tout le monde réduit les coûts. J'ai simplement été plus créatif. » François activa discrètement l'enregistreur que Charlotte lui avait donné. Assez créatif pour tenter de m'assassiner. Assassiner est un mot très fort. Robert se retourna, ses yeux froids comme de la glace. Je préfère dire que je résolvais un problème opérationnel. Vous commenciez à poser des questions gênantes, remettant en question des rapports, voulant suivre personnellement les constructions. C'était une question de temps avant que vous ne découvriez notre opération. Notre opération ? Qui d'autre est impliqué? Robert sourit malicieusement. Vous croyez vraiment que je ferai tout cela seul? François, ce réseau opère dans 5 régions. Constructeurs, fournisseurs, inspecteurs municipaux, politiciens, c'est un système parfait qui génère des millions en économies et profits supplémentaires. François sentit la nausée monter dans son estomac. Combien d'entreprises? Actuellement, 12 constructeurs principaux, plus des dizaines de fournisseurs et sous-traitants. Vous ne seriez qu'un entrepreneur de plus ayant subi un accident tragique et dont l'entreprise a été reprise par des associés compétents. Et après mon élimination supposée, j'aurais pris le contrôle total de Moreau Construction, liquidé quelques actifs problématiques, et l'entreprise aurait officiellement rejoint notre réseau. Simple et efficace. François fit quelques pas dans la pièce, essayant de comprendre l'ampleur de l'opération criminelle. Robert, vous réalisez que vous confessez des crimes qui pourraient mettre des centaines de personnes en prison. Je confesse à vous, oui, parce que vous n'allez le dire à personne. Pourquoi en être si sûr? Robert sortit une tablette de la poche intérieure de son costume. Parce que j'ai 3 ans d'enregistrement de nos conversations, soigneusement. Édité pour montrer que vous étiez pleinement conscient et dirigiez toutes les opérations frauduleuses. Il activa l'appareil et une voix familière résonna dans le bureau. C'était François disant clairement « Peu importe les méthodes, Robert. Je veux seulement des résultats et des profits maximaux. » François se souvenait de la conversation originale. Ils avaient discuté de stratégie marketing pour attirer plus de clients, et il avait dit qu'il ne se souciait pas des méthodes publicitaires que Robert choisirait tant qu'elles étaient éthiques et apportaient des résultats. Mais dans l'enregistrement édité, il semblait autoriser n'importe quelle méthode, aussi discutable soit-elle. Technologie impressionnante, n'est-ce pas? Robert sourit. Avec le bon logiciel, je peux vous faire avouer n'importe quel crime. J'ai des heures de matériel enregistré. C'est de la falsification de preuves. Prouvez-le. Contre ma parole et ces enregistrements, qui vous croira? Robert mit la tablette en pause. Mais je suis un homme raisonnable, François. Ça n'a pas besoin d'en arriver là. Que voulez-vous? Transfert complet de toutes vos actions de l'entreprise à mon nom. Vous déménagez à l'étranger. Je suggère un pays sans traité d'extradition avec la France. En échange, ces enregistrements ne seront jamais divulgués et vous pourrez vivre confortablement avec l'argent que vous possédez déjà sur vos comptes personnels. François fit semblant de considérer la proposition, en réalité donnant du temps pour que l'enregistreur capture chaque mot. Et si je refuse? Les enregistrements iront à la presse demain matin, avec des documents montrant des transferts bancaires suspects vers vos comptes personnels, transferts que j'arrangerai moi-même dans les prochaines heures. Vous avez pensé à tout. Je dois penser. Ce n'est pas ma première entreprise de ce genre. Robert se rassit. Vous savez, François, vous devriez vous sentir honoré.
Normalement, je n'offre pas d'alternative à l'élimination physique, mais j'ai toujours bien aimé vous. Vous étiez sincèrement un bon patron. » François s'approcha du bureau, ses mains appuyées sur la surface d'acajou qu'il avait personnellement choisie 5 ans auparavant. « Robert, il y a quelque chose que vous ne savez pas. »« Quoi donc ?»« La fillette qui m'a alerté sur le sabotage. Elle a entendu votre conversation cette nuit-là à l'aéroport. » Le visage de Robert changea subtilement. « Quelle fillette ?»« Léa Dubois, la fille d'Hélène Dubois, l'inspectrice que vous avez licenciée. La fillette qui vit dans la rue à cause de vos menaces envers sa famille. » Robert se leva brusquement. « Impossible. Cette femme a disparu depuis des mois. » « Elle n'a pas disparu, elle se cachait. Et sa fille vous a identifié, Robert. Elle vous a décrit parfaitement. Cheveux gris sur les côtés, montre dorée. Elle vous a vu et a tout entendu. Une enfant des rues? Qui croirait le témoignage? D'une fillette comme ça. Une journaliste d'investigation qui expose toute votre opération. Et les autorités qui enquêtent déjà sur votre réseau. » François sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Robert, vous avez commis une erreur fatale. Vous avez sous-estimé une enfant courageuse. » Robert marcha rapidement jusqu'à la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Peu importe. Sans preuve physique, ils ne peuvent rien prouver. En fait, ils le peuvent. François sortit le microphone caché de sa veste. Toute cette conversation a été enregistrée, et contrairement à vos enregistrements, celle-ci n'a pas été éditée. Le visage de Robert devint livide. « Vous, imbécile, vous ne réalisez pas que ça ne fait qu'empirer votre situation? Au contraire, ça l'a beaucoup améliorée. Comment? Parce que maintenant nous avons votre confession complète sur le réseau de corruption, les noms des impliqués et l'admission de tentatives d'assassinat. » François fit une pause. « Et parce que la police écoute chaque mot dehors. » Robert courut à la fenêtre, observant la rue. Des voitures de police, feux éteints, étaient positionnées stratégiquement, et des silhouettes se déplaçaient dans l'ombre. « Vous m'avez tendu un piège. Je préfère appeler ça la justice. » Robert se retourna, ses yeux sauvages de désespoir et de colère. « Vous ne comprenez pas, François. Cette opération est plus grande que vous ne l'imaginez. Si je tombe, des personnes très puissantes seront furieuses. Elles ne s'arrêteront pas avant de vous détruire, vous et tous ceux que vous aimez. Alors il vaut mieux s'assurer qu'elles soient aussi exposées et arrêtées. Vous condamnez votre propre famille, et cette fillette, Léa, vous l'avez mise en danger mortel. » François sentit un frisson de peur, mais garda son sang-froid. « Léa est protégée, et je ne serai pas seul dans cette lutte. » Robert marcha jusqu'au bureau et ouvrit un tiroir. François se tendit, s'attendant à ce qu'il sorte une arme, mais Robert sortit seulement une clé. Cette clé ouvre un coffre. À la Banque centrale. Là se trouvent tous les documents originaux sur notre opération. Nom, montant, contrat, compte bancaire, tout. Il jeta la clé sur le bureau. Si vous voulez vraiment la justice, vous aurez besoin de ça. Pourquoi me donnez-vous cela? Robert rit amèrement. Parce que si je dois tomber, je préfère tous les entraîner avec moi. Et parce que... Il fit une pause. Parce qu'une part de moi a toujours respecté votre intégrité, même en la trouvant naïve. Des pas s'approchèrent dans le couloir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et François entendit des voix autoritaires résonner dans l'étage. « Dernière chance, François !» murmura Robert avec urgence. « Détruisez cet enregistrement. Oubliez ce que vous avez entendu aujourd'hui et nous pourrons nous en sortir ensemble. L'opération est trop grande pour être démantelée. Vous allez seulement vous faire mal. » François prit la clé et la mit dans sa poche. « Robert, il y a 3 jours, une fillette de 12 ans a fait preuve de plus de courage que je n'en ai eu en 3 ans. Elle a tout risqué pour sauver la vie d'un inconnu. Je ne vais pas la décevoir maintenant. » La porte du bureau s'ouvrit et des policiers entrèrent, armes au poing. Mains en l'air, tous les deux. François leva les mains calmement. « Je suis François Moreau, je coopère avec l'enquête. » Robert, cependant, resta immobile, regardant par la fenêtre comme s'il contemplait une dernière alternative désespérée. « Monsieur, Lefebvre, mains en l'air. » Robert se retourna lentement, un sourire étrange sur son visage. « Savez-vous quel est le problème avec vous, les policiers? Vous pensez petit. Cette opération a des tentacules que vous n'imaginez même pas.
Il fut menotté sans résistance, mais continua à parler pendant qu'on l'emmenait. « François, méfiez-vous de ceux à qui vous faites confiance. Tous ceux qui semblent être de votre côté ne le sont pas vraiment. » Quand Robert fut finalement emmené, François s'assit lourdement dans son fauteuil. Le bureau était à nouveau silencieux, mais portait maintenant le poids de révélations qui changeraient sa vie pour toujours. Charlotte entra peu après, accompagnée d'un commissaire. « Nous avons tout », annonça-t-elle satisfaite. L'aveu était clair et détaillé, avec les preuves du coffre et le témoignage d'Hélène. Nous aurons suffisamment de matériel pour démanteler tout le réseau. François acquiesça, mais n'arrivait pas à chasser les derniers mots de Robert de son esprit. « Méfiez-vous de ceux à qui vous faites confiance. Tous ceux qui semblent être de votre côté ne le sont pas vraiment. » Que voulait dire Robert par là? Et plus important, Léa et Hélène étaient-elles vraiment en sécurité, ou François avait-il seulement mis les deux personnes qu'il aimait le plus en danger encore plus grand? La bataille avait été gagnée, mais François avait le sentiment inquiétant que la guerre ne faisait que commencer. Une semaine s'écoula depuis l'arrestation de Robert, et François découvrit que gagner une bataille ne signifiait pas nécessairement conquérir la paix. Son entreprise était sous intervention fédérale, les médias l'entouraient constamment, et il se retrouvait à naviguer dans un labyrinthe bureaucratique qui semblait sans fin. Le jeudi matin, François était dans le bureau improvisé qu'il avait installé chez lui quand Charlotte arriva avec une expression qu'il avait appris à craindre. C'était le regard de quelqu'un qui apportait de mauvaises nouvelles. « François, nous devons parler de quelque chose que j'ai découvert, » dit-elle, s'asseyant à la table de cuisine où il avait étalé documents et rapports. « Plus de problème, peut-être. Vous vous souvenez de ce que Robert a dit avant d'être emmené, à propos de faire attention à qui vous faites confiance ?» François acquiesça. Ces paroles l'avaient hanté toute la semaine. « J'ai enquêté plus profondément sur les antécédents de certaines personnes proches de vous. » Charlotte sortit un dossier de son sac, et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant concernant Me Auguste Fournier. François fronça les sourcils. Me Fournier était l'avocat de l'entreprise depuis 4 ans, responsable de tous les contrats importants. C'était un homme d'apparence distinguée, toujours bien habillé avec une réputation impeccable dans le milieu juridique. Qu'avez-vous découvert? Il n'est pas celui qu'il prétend être. Charlotte montra une série de documents. Auguste. Fournier existe, oui, mais le véritable Me Fournier est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans, dans une autre région. L'homme que vous connaissez comme votre avocat a usurpé son identité. François sentit le monde tourner autour de lui. C'est impossible. Il est inscrit au barreau, à un cabinet établi, tout falsifié avec maestria. Et regardez ceci. Charlotte montra des relevés bancaires. Ces 3 dernières années, Me Fournier a reçu des virements réguliers de comptes liés au réseau de Robert. Il n'était pas seulement votre avocat, François. C'était le responsable de la préparation de tous les documents légaux qui légitimaient les fraudes. François se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Il a préparé mon testament, le mois dernier. Il a accès à toutes mes informations personnelles, connaît mes horaires, et sait où Léa et Hélène sont protégées. Le sang de François se glaça. Il prit immédiatement le téléphone et composa le numéro du refuge. « Sœur. »« Cécile, c'est François Moreau. Léa va bien ?»« Bien sûr qu'elle va bien, mon fils. Pourquoi demandez-vous? Je dois lui parler maintenant. C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, la voix douce de Léa résonna dans le téléphone. « Salut, papa. François ?» Le mot « papa » réchauffait encore son cœur. « Tu viens me voir aujourd'hui ?» Léa écoute attentivement. « Te souviens-tu d'un homme plus âgé, bien habillé, qui aurait pu venir te poser des questions sur toi ou ta mère? Cheveux gris, lunettes, toujours en costume ?» Léa fit une pause, réfléchissant. « Hier, un homme comme ça est venu, ici. Il a dit qu'il était avocat et qu'il s'occupait de vos affaires. Sœur Cécile a parlé avec lui. » François sentit la panique monter dans sa poitrine. Qu'a-t-il dit d'autre? « Il m'a demandé si j'étais heureuse ici, si ma mère me manquait. Il était gentil, mais... » Léa hésita. « Mais quoi, ma chérie? » Il m'a donné des frissons. Il souriait avec sa bouche, mais pas avec ses yeux, comme les hommes méchants que j'ai entendus à l'aéroport. François échangea un regard alarmé avec Charlotte. « Léa, je viens te chercher maintenant. Ne quitte le refuge sous aucun prétexte, d'accord?
Il se passe quelque chose de grave? François essaya de garder une voix calme. Je suis juste prudent. Je t'aime, ma petite. Je t'aime aussi, papa François. Et il raccrocha et composa immédiatement le numéro du commissaire responsable de l'affaire. Commissaire Martinez, François Moreau, j'ai besoin d'une protection policière immédiate pour Léa et Hélène. Nous avons découvert qu'il y a d'autres personnes impliquées dans la conspiration. Pendant qu'ils attendaient que la police arrive au refuge, Charlotte poursuivit ses recherches en ligne. François, j'ai trouvé plus d'informations sur le faux Mefournier. Son vrai nom est Charles Montagne, et il a un casier judiciaire étendu. Falsification de documents, fraude bancaire, et, elle fit une pause, association avec des organisations criminelles spécialisées dans l'élimination de témoins. François s'assit à nouveau, le poids de la responsabilité l'écrasant. Léa avait raison depuis le début. Elle a dit que certains hommes étaient méchants et d'autres non. J'ai amené le danger directement à elle. François, ne vous blâmez pas. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû me méfier. Robert était trop calme pendant l'arrestation. C'était comme s'il savait qu'il avait un plan B. Le téléphone sonna. C'était le commissaire Martinez. « Monsieur Moreau, nous avons un problème. Quand nous sommes arrivés au refuge, Léa avait disparu. » François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça, disparu ?» Selon sœur Cécile, le faux Mefournier est revenu il y a environ 1 heure avec une ordonnance judiciaire falsifiée disant que Léa devait être transférée ailleurs pour des questions de sécurité. La religieuse a essayé de vous contacter, mais le téléphone sonnait occupé. François vérifia son téléphone et vit 3 appels manqués. Il avait été tellement concentré sur sa conversation avec Charlotte qu'il ne les avait pas remarqués. Où l'ont-ils emmené? Nous essayons de localiser le véhicule. Les caméras de sécurité de la rue ont capté une voiture noire quittant le refuge, mais nous avons perdu sa trace dans la circulation. François s'effondra sur sa chaise. La fillette qui avait sauvé sa vie était maintenant en danger à cause de lui. « Commissaire, j'ai besoin de toutes les unités disponibles pour la chercher, et je veux parler personnellement à Robert en prison. »« Monsieur Moreau, je comprends votre angoisse, mais... »« C'est ma fille !» cria François, surpris, par la force de sa propre émotion. Robert sait où elle est. Il a planifié tout ça. 2 heures plus tard, François était dans la salle des visites de la prison fédérale, attendant que Robert soit amené. Quand son ancien associé apparut menotté et en uniforme, François le reconnut à peine. L'homme élégant et confiant avait été remplacé par quelqu'un qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 semaine. « François, quelle agréable surprise !» dit Robert sarcastiquement, s'asseyant de l'autre côté de la table métallique. « Vous êtes venu me remercier pour l'hébergement? Où est Léa ?» Robert sourit froidement, droit au but. « J'ai toujours admiré. Sachez-vous, Robert, c'est juste une enfant innocente. » « Innocente ?» Robert rit. « François, cette enfant innocente a détruit des années de planification et une opération qui brassait des millions. Elle n'est pas si innocente que ça. » François se pencha en avant, contrôlant sa colère. « Que veut Charles Montagne ?» La surprise dans les yeux de Robert était authentique. « Impressionnant, vous avez découvert notre avocat. Où a-t-il emmené Léa ?» Robert s'adossa à sa chaise, savourant visiblement le moment. « Charles est un professionnel, François. Efficace, discret et complètement sans scrupules. Il a Léa comme, disons, assurance-vie. Expliquez. Si vous continuez à coopérer avec les autorités, si vous témoignez contre notre réseau, si vous essayez d'utiliser les preuves du coffre, eh bien les accidents arrivent aussi aux enfants. » François sentit une fureur primitive monter en lui. « Vous êtes un monstre. Je suis un homme d'affaires, et maintenant, nous avons une nouvelle. Affaire à discuter. » Robert se pencha en avant. « Vous retirez toutes les accusations. Vous niez que l'enregistrement est authentique. Et Charles rend la fillette. Simple comme bonjour. Et après, vous continuez l'opération criminelle? Ce n'est plus votre problème. Vous aurez votre petite fille de retour et pourrez vivre une vie heureuse et ignorante. » François étudia le visage de Robert, cherchant un signe d'humanité. Il n'en trouva aucun. Comment savoir que Léa va bien? Robert fit un signe au garde, qui s'approcha et lui remit un téléphone portable. « Une image vaut 1000 mots, » dit Robert. François regarda l'écran et son cœur faillit s'arrêter.
C'était une photo de Léa dans une sorte d'entrepôt, assise sur une chaise. Elle semblait effrayée mais indemne. Tenant la photo se trouvait un billet avec l'écriture de Léa. « Papa François, je vais bien. L'homme a dit que tu viendrais me chercher bientôt. » Ma réponse est non, dit François, rendant le téléphone. Je ne vous laisserai pas continuer à mettre des familles en danger. Robert soupira dramatiquement. Je m'attendais à cette réponse. Charles aussi. Il fit une pause. Vous êtes sûr, François? Une fois que je sortirai de cette salle, il n'y aura plus de négociation. François se leva. J'en suis sûr. Et Robert? Oui. Vous avez sous-estimé Léa une fois. Ne commettez pas la même erreur 2 fois. Robert fronça les sourcils, confus, mais François sortait. Déjà de la salle. À l'extérieur de la prison, Charlotte l'attendait avec des nouvelles. François, j'ai une idée d'où Charles pourrait avoir emmené Léa. Et peut-être avons-nous une chance de la sauver. François la regarda, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Léa avait sauvé sa vie une fois en risquant tout. Maintenant, c'était à son tour de lui rendre l'appareil. La fillette la plus courageuse qu'il connaissait ne serait plus une victime. Pas tant que François aurait la force de se battre. L'opération de sauvetage commencerait dans 2 heures. Et cette fois, François ne dépendrait pas seulement de la chance ou de l'aide d'autres personnes. Cette fois, il deviendrait lui-même le héros que Léa méritait. Charlotte avait découvert que Charles Montagne possédait un entrepôt abandonné dans la zone industrielle, enregistré sous l'un de ses pseudonymes. C'était l'endroit parfait pour garder quelqu'un caché, isolé, sans voisins proches et avec de multiples voies de fuite. François n'attendit pas la police. Contre tous les conseils de Charlotte et du commissaire Martinez, il se rendit seul sur place. Sa seule compagnie était le petit enregistreur qu'il portait dans sa poche. Si quelque chose lui arrivait, au moins, il y aurait des preuves. L'entrepôt se trouvait au bout d'une rue mal éclairée, entourée d'autres hangars vides. François se gara à 3 pâtés de maison et s'approcha à pied, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'on pouvait l'entendre. À travers une fenêtre sale, il put voir Léa assise sur une chaise au centre de l'espace vide. Charles Montagne marchait autour d'elle, parlant au téléphone. François ne pouvait pas entendre les mots, mais le ton était clairement menaçant. C'est alors que Léa fit quelque chose qui le surprit complètement. Elle regarda directement vers la fenêtre où François se cachait et fit un signe presque imperceptible de la tête. Elle l'avait vu et, d'une façon ou d'une autre, savait qu'il viendrait la sauver. François observa quelques minutes de plus, analysant la situation. Charles était seul avec Léa, ce qui était un avantage. Mais l'homme était visiblement plus grand et plus fort et probablement armé. Il opta pour l'approche directe. François entra par la porte principale qui n'était pas verrouillée. « Charles Montagne », appela-t-il d'une voix ferme. « Je suis François Moreau. Je suis venu chercher ma fille. » Charles se retourna rapidement, le téléphone encore à la main. C'était exactement comme Léa l'avait décrit. Un homme plus âgé, bien habillé même dans cette situation, mais avec des yeux froids et calculateurs. Monsieur Moreau, quelle ponctualité admirable. Charles rangea le téléphone et sourit. Bien que j'ai spécifié que vous veniez seulement après avoir retiré les accusations contre Robert. J'ai changé d'avis. Je veux négocier face à face. Léa regarda François avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il pouvait voir qu'elle était attachée à la chaise, mais ne semblait pas blessée. « Il n'y a rien à négocier, » dit Charles, marchant tranquillement vers une table où François remarquait maintenant qu'il y avait une arme. « La situation est simple, vous coopérez, ou la fillette en subit les conséquences. »« Ou, » dit François, faisant quelques pas dans l'entrepôt, « je vous offre quelque chose de bien meilleur que ma coopération. » Charles fit une pause intrigué. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? François sortit une clé de sa poche, la même que Robert lui avait donnée. La clé du coffre, avec toutes les preuves de votre opération. Nom, compte bancaire, contrat, tout. Les yeux de Charles se fixèrent sur la clé. Robert m'a parlé de ça. Mais pourquoi me la donneriez-vous volontairement? Parce que je réalise que lutter contre vous est inutile. L'opération est trop grande, trop protégée. Je préfère vivre tranquillement avec Léa plutôt que mourir en essayant d'être un héros. Charles sourit, visiblement satisfait. Vous faites enfin preuve de bon sens. François s'approcha davantage, gardant les mains visibles. Mais je veux des garanties.
Léa et Hélène restent complètement en dehors de ça. Nous déménageons dans une autre ville, commençons une nouvelle vie et vous ne nous dérangez plus jamais. Cela peut s'arranger. Charles prit l'arme sur la table, mais la garda baissée. La clé, s'il vous plaît. François tendit la clé, mais quand Charles tendit la main pour la prendre, Léa cria « Papa François, attention, il a une autre arme cachée !» Charles se retourna, irrité, vers Léa, et dans ce moment de distraction, François bondit en avant, saisissant le poignet de Charles et essayant de contrôler l'arme. Les deux hommes luttèrent violemment, tombant sur des caisses et des équipements abandonnés. Léa, bien qu'attachée, commença à balancer la chaise, essayant de se libérer et d'aider. Pendant la lutte, François réussit à activer l'enregistreur dans sa poche et la voix de Charles résonna clairement dans « L'entrepôt. Vous ne comprenez pas, idiot. Nous sommes des dizaines. Même si on m'arrête, d'autres continueront. Léa ne sera jamais en sécurité. » François parvint à désarmer Charles, mais l'homme était plus expérimenté au combat. D'un mouvement rapide, Charles renversa la situation et mit François dans une clé de bras. « Maintenant, vous allez me donner la clé et regarder pendant que je règle le problème de la fillette définitivement. » C'est à ce moment que des sirènes commencèrent à retentir dehors. Charlotte avait réussi à localiser le signal du téléphone de François et appeler des renforts. Charles, désespéré, lâcha François et courut vers Léa avec la deuxième arme qu'il avait cachée. Mais François fut plus rapide. Il sauta devant Léa, la protégeant de son corps. « Non !» cria Léa. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt, mais François resta debout. Charles avait manqué dans sa précipitation et son désespoir. Quelques secondes plus tard, des policiers envahissaient les lieux, maîtrisant rapidement Charles Montagne. François courut vers Léa, coupant les cordes qui la retenaient. Elle se jeta dans ses bras, tous deux tremblant de soulagement et d'émotion. « Tu es venue, murmura-t-elle. Je savais que tu viendrais. Je viendrai toujours te chercher, ma petite. Toujours. » 3 mois plus tard, la vie avait trouvé un rythme complètement nouveau. François avait perdu son entreprise, qui fut liquidée en raison des irrégularités, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Lui, Léa et Hélène vivaient maintenant dans une maison simple, mais accueillante dans une ville de province. François travaillait comme consultant en ingénierie pour de petites entreprises, veillant toujours à ce que tous les projets soient absolument sûrs et honnêtes. Léa était inscrite dans la meilleure école de la région, où elle s'était rapidement distinguée en mathématiques et en sciences. Ses notes étaient exceptionnelles, mais ce qui rendait François le plus fier était de voir comment elle avait retrouvé la joie et la confiance d'une enfant normale. Hélène avait trouvé un emploi d'inspectrice qualité dans une entreprise locale où son expérience et son intégrité étaient véritablement valorisées. Ce samedi matin, François était dans le jardin derrière la maison, aidant Léa à construire un projet scientifique, une maquette d'immeuble qui démontrerait des techniques de construction antisismique. « Papa François », dit Léa, collant soigneusement une poutre en bâtonnet de glace. « Tu es heureux ?» François s'arrêta et la regarda. Ces derniers mois, Léa avait commencé à l'appeler simplement papa, mais occasionnellement utilisait encore le nom complet, surtout quand elle voulait avoir des conversations sérieuses. « Très heureux ?»« Ma chérie. »« Pourquoi ?»« Parce que parfois tu deviens silencieux et pensif. Je m'inquiète que ta vie d'avant te manque. » François s'assit dans l'herbe à côté d'elle. « Tu sais ce qui me manque de ma vie d'avant ?» Léa secoua la tête. « Rien, absolument rien, » il sourit. « Dans ma vie d'avant, j'avais beaucoup d'argent, mais je ne t'avais pas. J'avais une grande entreprise, mais je n'avais pas de famille. J'avais du prestige, mais je n'avais pas la paix, de l'esprit. Et maintenant ? Maintenant, j'ai tout ce qui compte vraiment. Je t'ai toi, j'ai ta mère, j'ai un travail honnête, et... » Il fit une pause. « J'ai la certitude que je fais les choses correctement. » Léa sourit et retourna travailler sur la maquette. « Papa, quand je serai grande et que je serai ingénieur, on travaillera ensemble. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Hélène apparut à la porte de derrière, souriant en voyant père et fille travailler ensemble. Le déjeuner est prêt. Tandis qu'ils marchèrent vers la maison, François réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés jusque-là. Une fillette courageuse avait sauvé non seulement sa vie physique, mais son âme. Elle lui avait appris que le courage ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la volonté de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Pendant le déjeuner, Hélène mentionna négligemment « François,
Une lettre est arrivée. Aujourd'hui, c'est du tribunal. François se tendit momentanément, mais Hélène sourit de façon rassurante. Ce sont de bonnes nouvelles. La procédure d'adoption est finalisée. Officiellement, tu es maintenant le père légal de Léa. Léa laissa tomber sa fourchette et courut embrasser François. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Vraiment vrai, confirma Hélène, les larmes aux yeux. François serra Léa fort contre lui, ressentant une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Toute la perte, toute la souffrance, toutes les difficultés en avaient valu la peine pour arriver à ce moment. L'après-midi, tandis que Léa jouait dans le jardin et qu'Hélène se reposait, François s'assit sur la véranda avec une tasse. C'est de café fait maison. Son téléphone sonna, c'était Charlotte. « François, j'ai des nouvelles concernant le procès. Robert et tout le réseau ont été condamnés. 23 personnes arrêtées, dont des politiciens et des hommes d'affaires. C'était l'un des plus grands scandales de corruption de la décennie. Et les familles qui vivaient dans les immeubles défectueux. Toutes sont relogées dans des habitations sûres avec des indemnités. Votre décision de témoigner a sauvé de nombreuses vies. » Après avoir raccroché, François observa Léa dans le jardin, poursuivant des papillons avec un filet improvisé. Il était difficile de croire que cette enfant rayonnante et heureuse était la même fillette qu'il avait trouvée dormant entre des caisses à l'aéroport. Ce soir-là, pendant le rituel habituel de mettre Léa au lit, elle posa une question, inattendue. « Papa, tu crois au destin ?» François considéra la question soigneusement. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que je pense que j'étais peut-être à l'aéroport cette nuit-là exactement pour te sauver. Et tu avais besoin d'être sauvé exactement pour devenir mon père ?» François sentit un nœud dans sa gorge. « Tu sais quoi? Je crois que tu as raison. Alors tout ce qui est arrivé de mal en valait la peine? Chaque seconde en valait la peine pour arriver jusqu'à toi. » Léa sourit et ferma les yeux. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma courageuse fille. » François resta à la regarder dormir quelques minutes, émerveillé par le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Une fillette avait sauvé non seulement sa vie, mais lui avait appris ce que signifiait vraiment vivre. 6 mois plus tard, François était dans le public du concours scientifique de l'école, regardant Léa présenter son projet sur « Construction sécurisée ». Comment l'ingénierie peut protéger les familles. Elle parla avec passion de l'importance de l'honnêteté dans la construction, de comment la corruption peut mettre des vies en danger et de comment chaque personne a la responsabilité de faire ce qui est juste. La présentation fut un succès absolu, mais ce qui émut vraiment François fut de voir comment Léa avait transformé ses expériences difficiles en sagesse et détermination pour aider les autres. Après la remise des prix, Léa gagna la première place dans sa catégorie. Elle courut vers François. « Papa, tu as vu, j'ai réussi. J'ai tout vu, ma chérie, je suis très fière de toi. Et tu sais le meilleur, la professeure a dit que mon projet pourrait être présenté au concours régional. » François la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs tandis qu'elle riait. Hélène s'approcha, rayonnante de fierté maternelle. « Notre ingénieur ira loin, » dit Hélène, embrassant le front de Léa. « Nous irons tous loin, » corrigea François. « C'est ensemble. » Ce soir-là, à la maison, François aida Léa à ranger son trophée dans sa chambre. À côté du lit, elle avait créé un petit hôtel avec des photographies de la famille, ses livres préférés, et au centre, une photo encadrée des 3 ensemble le jour de l'officialisation de l'adoption. « Papa, » dit Léa déjà en pyjama, « je peux te poser une question ?»« Toujours. Tu penses encore parfois à ces hommes méchants. » François s'assit au bord du lit. « Parfois. Mais tu sais à quoi je pense plus souvent. »« Quoi ? » ?»« Je pense à comment une petite fille courageuse a changé le monde. Du moins, elle a complètement changé mon monde. » Léa sourit. « Toi aussi tu as changé mon monde, papa. Tu m'as donné une vraie famille. » François l'aborda soigneusement. « Léa, promets-moi une chose. Quoi que ce soit. Ne perds jamais ce courage qui te rend spécial. Le monde a besoin de personnes comme toi. » « Je promets. »« Et papa ? » ?»« Oui. Merci d'avoir cru en moi ce jour-là à l'aéroport. » François embrassa son front. « Merci d'avoir été assez courageuse pour me sauver. » Quand François sortit de la chambre, il trouva Hélène dans le salon, feuilletant des albums photos qu'elle avait commencé à organiser. Photos de leur nouvelle vie. Léa à l'école, sorties en famille,
moment quotidien qui était devenu précieux. « Tu es heureux ?» demanda Hélène, faisant écho à la même question que Léa avait posée des mois auparavant. François s'assit à côté d'elle, regardant les photographies, plus heureux que je n'aurais jamais imaginé possible. Même en ayant tout perdu, François rit doucement. Hélène, je n'ai pas tout perdu. J'ai découvert ce qui valait vraiment la peine d'avoir. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les photos. Puis Hélène dit « François, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de Léa. »« Quoi ? Cette nuit-là, à l'aéroport, quand elle a décidé de te prévenir du danger, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Quoi donc ? Elle a dit « Maman, je vais sauver cet homme. Et je suis sûr qu'il nous sauvera aussi. » Elle avait seulement 12 ans, mais d'une façon ou d'une autre, elle savait que vous aviez besoin l'un de l'autre. François sentit des larmes dans ses yeux. Elle a toujours été plus sage que nous deux. C'est vrai. Et tu sais quoi d'autre ? Dis-moi. Elle avait raison. Tu nous as sauvés, François. Tu m'as donné espoir quand j'avais perdu toute foi. Tu as donné à Léa un avenir quand elle n'en avait aucun. Et tu as trouvé une famille quand tu ne savais même pas que tu en avais besoin. François étreignit Hélène. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Cette nuit-là, François sortit sur la véranda et regarda le ciel étoilé. La vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Il avait perdu une entreprise, mais gagné une famille. Il avait perdu des millions en argent, mais découvert des richesses qui ne pouvaient être comptabilisées. Et tout avait commencé avec une fillette courageuse qui avait décidé que sauver la vie d'un étranger était plus important que sa propre sécurité. François sourit, sachant que demain serait un jour de plus dans la nouvelle vie que Léa avait rendue possible. Une vie où chaque décision était guidée par l'honnêteté, chaque projet construit avec intégrité, et chaque moment valorisé par l'amour véritable d'une famille qui avait choisi d'être ensemble. La fillette, qui avait sauvé sa vie physique, lui avait en réalité